Marie-Paul a 53 ans. Elle est kinésithérapeute. C'est une miraculée. Il y a 3 ans, un homme a tenté de l'assassiner par amour. J'ai quand même eu très peur. J'ai encore peur. J'ai échappé à la mort. Voilà, je suis une survivante. J'ai échappé au pire. Marie-Paul pratique l'aïkido depuis 30 ans, un sport qui l'aide à se reconstruire. Le procès de son assassin commence demain. Elle est inquiète. L'aïkido m'a permis, au moment des faits, de ne pas paniquer. Je suis dans l'exercice physique. Ça me permet de me fatiguer. J'espère pouvoir dormir. Parce que là, à quelques heures du procès, je manque de sommeil, donc c'est un peu plus difficile que d'habitude. J'ai peu dormi la nuit dernière. J'espère que ce soir, je vais pouvoir dormir. Palais de justice de Strasbourg. Premier jour du procès. Marie-Paul arrive au tribunal. Dans la salle de la cour d'assises, elle retrouve son avocat, maître Guy Bénichou. Il la prépare au déroulement d'un procès d'assises. N'hésitez pas à dire « Je n'ai pas compris le sens de votre question ». Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Quand vous êtes à la barre. D'accord. Oui. La barre, c'est ça. Ici. Ah oui, d'accord. Ah mais on peut se tenir, c'est ça. Sur une table, les pièces à conviction. Marie-Paul revoit pour la première fois l'arme utilisée par son agresseur. C'est un engin d'enfer. C'est ça qui a failli me tuer, cet objet-là. Ça me rappelle que j'ai échappé à la mort. L'homme qui a voulu tuer Marie-Paul entre dans le box des accusés. Il s'appelle Alexandre Pierrot. Accusé de tentative d'assassinat, il est incarcéré depuis 3 ans. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Alexandre Pierrot était fou amoureux de Marie-Paul. Pourtant, sa passion pour cette femme l'a conduit à vouloir la tuer. Depuis les faits, Alexandre et Marie-Paul ne se sont pas revus. Assise en face de son agresseur, elle n'a aucun regard pour lui. La tentative d'assassinat a bouleversé la vie de Marie-Paul. Avec le procès, elle souhaite d'abord comprendre pourquoi Alexandre a voulu la tuer. Elle espère ensuite que sa vie pourra reprendre un cours normal. Si je pouvais dormir mieux, ne plus avoir des rêves désagréables, des cauchemars, ne plus me réveiller parce que j'ai peur et que je suis coincée dans mon lit, imaginant qu'on est en train de me tirer dessus, j'ai hâte que ça finisse. La cour. Pendant 2 jours, la cour d'assises de Strasbourg va juger Alexandre Pierrot et tenter de comprendre les raisons de son geste. Le procès commence. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Le président et la cour vont d'abord s'intéresser aux faits. Que s'est-il passé pour qu'Alexandre Pierrot, un homme sans histoire, au casier judiciaire vierge, ait voulu tuer Marie-Paul? Tout commence dans cet immeuble du centre-ville de Strasbourg. Marie-Paul assiste 1 fois par mois à une réunion philosophique. C'est là qu'elle fait la connaissance d'Alexandre Pierrot. Le soir du drame, la réunion se déroule normalement. Une fois la conférence terminée, Magali, la philosophe qui organise les réunions, raccompagne Alexandre et Marie-Paul sur le palier. Pendant que les 2 femmes discutent, Alexandre Pierrot se retourne. Il se penche et il fouille dans son sac. À ce moment-là, je pensais qu'il cherchait un petit papier qu'il voulait remettre à Magali. Donc Magali continue de me parler et à un moment, il se retourne. Je le vois les bras en l'air. Dans ses mains, Alexandre tient un revolver qu'il pointe sur le ventre de Marie-Paul. Il appuie sur la gâchette
mais le coup ne part pas. Je vois un objet qui ressemble à un pistolet d'enfant. Je suis en train de sourire à Magali et je dis c'est en plastique, j'espère. Alexandre devient blême. À ce moment-là, Marie-Paul comprend qu'il ne s'agit pas d'un jouet. Je réalise que c'est une véritable arme à feu parce que Alexandre voulait la repointer vers moi et vraiment a montré un mécontentement, une colère parce qu'il n'y arrivait pas. Les deux femmes arrachent alors l'arme des mains d'Alexandre et finissent par le maîtriser. Je me souviens aussi, très bien, qu'il dit oui, comme d'habitude, je rate tout ce que je fais. Ça fait bizarre. Alexandre reste prostré. Il commence à baver. Les deux femmes appellent le SAMU. Il est emmené en hôpital psychiatrique. Marie-Paul quitte l'immeuble. C'est dans la rue qu'elle réalise qu'elle a failli mourir. Je suis arrivée ici. Je crois qu'il faisait déjà nuit. Je suis arrivée ici et j'ai commencé à trembler. Il bruinait. J'ai commencé à trembler, mais de partout. Les dents qui tremblent, les bras. J'étais tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Je me suis dit, je vais tomber par terre. J'ai cru que j'allais tomber. Bouleversée, Marie-Paul porte plainte. Après 15 jours d'hospitalisation, Alexandre Pierrot est incarcéré. Retour au tribunal. Si aujourd'hui Marie-Paul est une survivante, c'est parce que l'arme d'Alexandre s'est enrayée au moment où il voulait tirer. Ce que confirme à la barre l'expert en balistique lors de son audition. Sur cette arme, il faut manuellement tourner le barillet pour amener la cartouche en face du percuteur et du canon. A priori, cette phase des manipulations n'a pas été réalisée. Donc l'utilisateur a armé le chien, mais n'a pas ou mal tourné le barillet. Deuxième hypothèse, l'arme avait peut-être été préparée avant, et lors de son transport, le barillet a pu tourner, parce que sur une arme de ce type-là, il n'y a pas un verrouillage mécanique très puissant. Donc si on pose ça dans une sacoche avec un geste un peu violent, le barillet peut faire une rotation de quelques millimètres, et ça va suffire pour entraîner une non-percussion. La vie de Marie-Paul s'est peut-être jouée à quelques millimètres. Pour la première fois depuis 3 ans, elle vient de revivre son agression. Ça ravive des souvenirs, ça ravive un moment particulier. Ça a été dur de le revoir, là. Oui, j'ai eu peur. Et puis après, je me suis raisonnée en me disant, je n'ai pas à avoir peur. La cour. Après les faits, la cour s'attarde sur le parcours et la personnalité d'Alexandre Pierrot. Licencié en histoire, il n'arrive pas à trouver du travail. RMiste à 33 ans, il habite encore chez ses parents. Interrogé par le président, Alexandre s'exprime de façon étrange. À plusieurs reprises, il fait référence à l'Antiquité, sa passion. Puis il cite pêle-mêle plusieurs philosophes, Sartre, Platon, Socrate. Asocial, l'accusé avoue préférer la compagnie des livres à celle des hommes. Jacques est un ami de Marie-Paul. Il est venu la soutenir pendant ce procès. Comme beaucoup dans la salle, il est très surpris par l'attitude d'Alexandre. Il s'est voulu éloquent pour lui-même. C'est un personnage un peu hors du commun. On voit quand même pas tous les jours qu'on rencontre des personnes qui vous disent « Moi j'ai vécu 25 siècles trop tard. Hein, et je vis avec les morts, je vis dans les livres, je vis... » Julie et François, les enfants de Marie-Paul, partagent ce point de vue. François se souvient d'un jour où il avait été étonné. Alexandre avait mal réagi alors qu'il voulait simplement le prendre en photo. J'ai voulu prendre une photo, j'avais l'appareil photo sous la main, j'ai pris une photo, il voulait pas, je l'ai pas méprise. Et il s'est pas fâché, mais ça lui a vraiment déplu. On peut dire non, mais la façon dont il a dit, c'était vraiment bizarre. C'était menaçant, c'était vraiment... Dans quelques minutes, c'est au tour de Marie-Paul de témoigner. Une épreuve difficile. Chaque moment de ce procès lui rappelle qu'elle est une survivante. Je pense que ça ne va pas être facile de revenir en arrière, de revenir sur cette...
sur le moment des faits. Je peux témoigner, heureusement. Il ne manquait pas grand-chose pour que je ne puisse plus témoigner. Bon. L'audience va reprendre. Marie-Paul va chercher un peu de réconfort auprès de sa fille, Julie, qui a tenu à rester auprès de sa mère pendant ces 2 jours. Ça me fait plaisir de pouvoir la serrer dans mes bras, même si c'est pas à elle de me soutenir quelque part. Je veux dire, c'est un peu le monde à l'envers. C'est elle qui m'aide et quelque part, c'est difficile. C'est difficile. Quelle relation Marie-Paul et Alexandre entretenaient-ils exactement? Était-ce une complicité intellectuelle, une relation amicale ou une histoire d'amour? Pendant les conférences philosophiques, Marie-Paul et Alexandre sympathisent. En juin 2006, les réunions s'arrêtent pour les vacances. Marie-Paul demande alors à Alexandre de venir chez elle pour lui donner des cours particuliers. Alexandre avait la capacité de reformuler les choses d'une manière plus compréhensible pour moi. C'est quelqu'un qui sait parler correctement, qui choisit ses mots et qui savait parler comme j'aurais aimé savoir parler moi. Et en contrepartie, toi, lui te donnait des cours et toi tu devais faire quoi à la place? Il n'y avait pas d'obligation. Tu t'étais proposé, c'était votre marché entre guillemets. Il te donnait des cours, en échange, toi tu le sortais. Il se plaignait de ne pas savoir comment rencontrer du monde, comment voir du monde, et il disait j'ai fait le tour des livres et j'en ai marre d'être entre 4 murs. À 33 ans, Alexandre est encore vierge. Mais secrètement, il est amoureux de Marie-Paul. Pourtant, pendant leur rencontre, il ne lui fait aucune avance intime. Mais comment est-ce qu'il qualifie les relations? Il n'en parlait pas, je dirais. Pour lui, c'était sujet, ça ne l'intéressait pas. Il n'en avait jamais eu et que ça ne l'intéressait pas. Et alors, qu'est-ce qui ne l'intéressait pas? La relation sexuelle, ça ne l'intéressait pas. C'est quelque chose qui disait ne pas l'intéresser. Mais l'amour platonique d'Alexandre est un amour exclusif. Mi-août, lors d'un cours particulier, Marie-Paul reçoit en sa présence un coup de téléphone. C'est un ancien petit ami qui l'appelle. Alexandre est fou de jalousie. Et quand je suis revenue, il me dit si seulement il pouvait disparaître celui-là. J'ai dit attendez, ici je suis chez moi et je téléphone à qui je veux et je parle à qui je veux. Et je n'ai pas osé lui demander à ce moment-là pourquoi il m'a fait cette réflexion. J'ai trouvé en tout cas ça tout à fait déplacé et donc je lui ai dit écoutez là, je ne suis pas d'accord. Devant la cour, Marie-Paul raconte qu'elle décide alors de ne plus voir Alexandre. Pourtant, ils se retrouvent une dernière fois à la rentrée lors d'une réunion philosophique le 25 septembre 2006, le jour du drame. Lors de son audition, Marie-Paul insiste sur le fait qu'elle n'a jamais imaginé une quelconque relation amoureuse avec Alexandre. Et elle affirme qu'à aucun instant, elle n'a remarqué qu'il avait des sentiments amoureux pour elle. J'ai pas l'impression qu'il avait de l'affection pour moi. Non, pas d'affection. Puisque c'est quelqu'un qui dit et qui était tout à fait contre toute relation affectueuse. Donc moi, de l'affection, j'ai jamais eu le tiers du quart de pensée qu'il y avait de l'affection entre lui et moi. À l'audience, le président demande à Alexandre s'il a été jaloux lorsque Marie-Paul a reçu le coup de téléphone de son ancien compagnon. L'accusé reconnaît qu'il s'est senti floué. Il avoue « Ce jour-là, je l'ai traitée de manipulatrice sans cœur ». Alexandre ne supporte pas que ses illusions s'effondrent. C'est à ce moment-là qu'il prémédite le crime. Devant la cour, il raconte avec détail le scénario qu'il a imaginé pendant 3 semaines pour assassiner Marie-Paul. Quelques heures avant la réunion philosophique, Alexandre dit avoir pris l'arme de son père et avoir même tiré avec
pour l'essayer. Monsieur Pirot avait un projet criminel très clair, très précis, qu'il a mis à exécution et qui n'a manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté. Pour Gaëlle Koenig, l'avocate d'Alexandre Pirot, la partie n'est pas facile. On a eu affaire à c'est vrai, un accusé très particulier pendant l'audience. Oui, mais bon, en même temps, particulier de par sa nature, mais aussi parce qu'il reconnaissait tout, qu'il a été très agréable. Tous les accusés ne sont pas non plus très agréables, qu'il a été lui-même. Je crois qu'on a eu Alexandre Pirot. 19h30, fin de la première journée. Accompagnée par sa fille, Marie-Paul rentre chez elle. La journée a été éprouvante. Deuxième jour d'audience. Ce matin, Marie-Paul a repris des forces. Je me sens mieux par rapport à hier. Je commence tout doucement à comprendre comment j'ai réussi à me retrouver dans cette situation-là. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Le verdict sera rendu ce soir. Mais d'abord, c'est la question de la responsabilité pénale d'Alexandre Pirot qui est posée. L'accusé est-il atteint de troubles psychologiques? C'est tout l'enjeu de ce procès. À la barre, les experts psychiatres reconnaissent qu'Alexandre Pirot est atteint de graves troubles. L'un des experts pense qu'il est responsable de son acte et qu'il peut être jugé. L'autre, qu'il est malade et que sa place n'est pas en prison. Face à la possibilité qu'Alexandre Pirot sorte de prison, Maître Bénichou réagit. Elle n'a pas du tout eu l'impression, pendant tous les échanges qu'elle a pu avoir avec ce monsieur, que celui-ci était atteint d'un trouble mental ou d'un trouble psychique ou neuropsychique. Mais pour elle, c'était une personne intelligente, cultivée, réfléchie, qui savait prendre ses décisions et qui était capable de réfléchir à la mise à exécution d'un projet criminel. Ça me dépasse largement. On se demande si la prison sert à quelque chose, si l'hôpital psychiatrique sert à quelque chose, qu'est-ce qui sert, voilà. Reprise de l'audience, l'heure est maintenant au réquisitoire. L'avocate générale juge que l'accusé est responsable pénalement. Pour elle, son geste s'apparente à un crime passionnel. Elle requiert 10 ans de réclusion criminelle. Vient ensuite Maître Bénichou. Dans sa plaidoirie, il affirme qu'Alexandre Pirot mérite une peine. Il dresse également un portrait touchant de sa cliente. Marie-Paul fond en larmes. Vous avez craqué au moment où, quand Maître Bénichou a dit que vous étiez une femme pleine de vie? Pleine de vie, je n'ai pas l'impression que je suis pleine de vie actuellement, puisque par moments je me sens complètement anéantie, sachant que je passe 10 fois par jour par une allée près de chez moi, bordée de tilleuls, et où j'ai déjà dû me retenir pour pas me jeter contre un arbre à toute vitesse. Vous aimez la vie, madame. Oui. Vous aimez la vie. Oui. Voilà, oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Et que la leçon de ce procès, c'est qu'il n'entame pas votre amour de la vie. D'accord. Oui, j'aime la vie, j'ai donné la vie et j'ai cette chance-là, d'ailleurs, d'avoir pu la donner. Et je suis même grand-mère et j'en suis contente. Vous croyez? Oui. Donc vous aimez encore davantage la vie. Pour finir, l'avocate d'Alexandre Pirot demande l'acquittement de son client pour des raisons psychiatriques. Pour moi, cet homme n'a absolument pas sa place en maison d'arrêt. Je pense que vraiment, c'est ce que j'ai dit dans ma plaidoirie, la maison d'arrêt n'a pas une vertu thérapeutique, elle n'a pas une vertu médicale, elle est là pour sanctionner quelqu'un. Il a été sanctionné, il a quand même fait près de 3 ans de détention provisoire. Il y a eu une sanction, il a compris son geste, il a compris sa faute. Comme toujours à la cour d'assises, le dernier mot revient à l'accusé. Alexandre Pirot s'adresse à Marie-Paul et lui présente ses excuses avec le style qui lui est propre. Marie-Paul, dit-il, les dieux étaient avec vous. Après ça, plus rien ne pourra vous abattre. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux croire à ces excuses. Je pense qu'il est sincère et qu'il regrette maintenant le geste qu'il a pu avoir, qu'il a pu commettre.
C'est pour ça que je pense qu'il n'était vraiment pas atteint de délire au moment des faits. À présent, les jurés se sont retirés pour délibérer. Pour Marie-Paul, le dénouement est proche. L'attente ne sera pas longue. Elle dure à peine 1h30. À la question « Alexandre Pierrot a-t-il tenté de tuer Marie-Paul ?» la Cour répond oui. A-t-il prémédité son geste? La Cour répond oui également. Mais surprise, les jurés ont jugé Alexandre Pierrot irresponsable de son acte. Il est donc acquitté et libéré. Je suis heureuse pour Alexandre Pierrot. J'espère qu'il va enfin pouvoir construire sa vie, pas la reconstruire, parce que vraiment la construire, c'est un nouveau départ pour lui. Je ne sais pas quelle va être la suite. Maintenant, c'est de l'ordre administratif, c'est plus de l'ordre judiciaire, mais je lui souhaite une bonne route. J'ai fait confiance au tribunal et donc voilà, je dirais c'est... Après, je ne sais pas. Vous êtes ni triste, ni... Je suis sous l'effet de la surprise. C'est pas une déception, c'est un souci de justice. C'est le souci de la vérité, le souci de savoir aussi si ce monsieur est capable de récidiver, si la justice a été rendue ou non. Son agresseur libéré, Marie-Paul peut seulement compter sur une déclaration d'Alexandre dans laquelle il a promis de ne plus jamais s'en prendre à elle. Est-ce que c'est vrai? Première question. Vous l'avez entendu un grand soulagement, oui. Et alors là, en termes d'émotion, ouf. Voilà, j'aimerais pouvoir le croire. Ça, c'est une autre question. Mais vraiment un soulagement intense. Alexandre Pierrot est sorti libre du tribunal. Une semaine après le verdict, le parquet a fait appel. L'accusé devra se représenter devant la cour d'assises dans un an.